septembre 2014, donc date historique pour le secteur des services à la personne. Parce que comme vous le savez, depuis le plan Borloo de 2005, aucune convention n'était venue régir cette branche des services à la personne, donc plus particulièrement des entreprises de services à la personne. Donc, on est bien sûr en présence d'un secteur assez compliqué avec une forte présence de salariés à temps partiel dont le Code du travail ne régissait pas bien les différentes dispositions. Donc la convention collective des entreprises de services à la personne. Donc comme son nom l'indique, vient encadrer à la fois les relations contractuelles salariés-employeurs, mais également vient apporter une nouvelle disposition visant à permettre aux employeurs de mieux adapter leur contrat de travail face au métier exercé. Donc le schéma que nous vous proposons est de faire un bref aperçu de plusieurs points larges, à savoir en grand 1 les nouveaux contrats de travail applicables et la classification afférente aux emplois repères, en grand 2 un point sur la formation professionnelle et en 3 un point large sur la prévoyance générale, à savoir la mutuelle et la prévoyance santé. Donc à mes côtés pour échanger, Guy Loudière, qui est le directeur de formation de l'AFESP, et Romain Michel, donc directeur juridique de Viadom et président de la commission droit social du SESP. Donc messieurs, si Romain éventuellement pour les contrats de travail, pour faire un petit récapitulatif. Donc, bonjour à tous. Donc la convention collective en fait a permis le gros avantage de sécuriser les relations de travail et de sécuriser en fait ce qui se faisait déjà au sein des entreprises. Et ça a permis en fait ce cadre à travers des contrats de travail qui étaient difficilement utilisables jusqu'à présent. Un contrat donc nouveau qui était le CDI intermittent, donc le contrat à durée intermittent, qui est particulièrement en fait adapté à la garde d'enfants, en fait aux métiers pour lesquels il y a une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Jusqu'à présent dans le secteur, on pouvait le faire, mais uniquement par accord d'entreprise. Et vu la taille des entreprises du secteur qui sont assez jeunes, il était assez difficile d'organiser de tels accords pour pouvoir appliquer ces contrats. Avec la convention collective, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin de passer par les syndicats ou les partenaires sociaux. On peut appliquer immédiatement donc, le contrat à durée indéterminée intermittent et qui est parfaitement adapté à la garde d'enfants et notamment qui permet de régler le problème des vacances scolaires, quoi. Donc aujourd'hui, on peut prévoir dans le contrat les périodes qui seront non travaillées avec deux possibilités qui seront décidées en commun avec le salarié. C'est soit le lissage de la rémunération, soit le paiement au réel. Ça, il faut que ce soit prévu dans le contrat de travail en accord avec le salarié. Autre contrat. Juste pour le lissage, pour que ça parle bien à tout le monde, le salarié touchera la même rémunération chaque mois, peu importe la durée travaillée. D'où l'avantage pour ces salariés qui travaillent essentiellement sur de la garde d'enfants ou des travaux de petit jardinage. Donc je pense que ce contrat, depuis la date d'entrée en vigueur de la CCN, a été particulièrement utilisé par les entreprises de garde d'enfants et éventuellement par ceux qui font du jardinage, où il y a également une alternance des périodes travaillées et non travaillées, hiver, été, quoi. Par contre, pour les autres secteurs, les autres métiers des services à la personne, ce n'est pas du tout adapté, où il y a une permanence en fait dans l'action auprès des clients. Autre contrat prévu, c'est le contrat à durée déterminée dit de mission ponctuelle ou occasionnelle. C'est un contrat c'est un contrat qui se rapproche du CDD d'usage. Lorsqu'on conclut le contrat de travail, on ne connaît pas en fait le terme du contrat et ça s'adapte à des missions d'une durée indéterminée, non prévisible. Et c'est le cas par exemple dans les métiers auprès des publics fragiles. D'ailleurs, c'est réservé dans la convention collective pour tout ce qui est activité auprès des publics fragiles, garde d'enfants ou personnes âgées, notamment lorsqu'on doit accompagner une personne en fin de vie. On ne sait pas la durée de la mission, on sait que c'est ponctuel et où il y a un besoin en fait de plusieurs salariés, parce que souvent il y a un besoin de continuité de service la journée, voire la nuit. Et c'est un contrat qui est parfaitement adapté avec
il faut prendre en compte le fait que contrairement au CDD d'usage, il y a l'indemnité de précarité. Alors ce n'est pas le terme de l'indemnité, c'est l'indemnité de fin de contrat, mais qui se rapproche de l'indemnité de précarité, qui est de 10% à verser aux salariés. Et le contrat se termine lorsque la mission se termine, notamment par exemple si on a prévu que c'était l'accompagnement de tel client, qui est d'ailleurs indiqué dans le contrat s'arrête de lui-même. Donc c'est un contrat qui est vraiment adapté dans des situations particulières auprès des publics fragiles. Le troisième organisation du temps de travail particulièrement utile, c'est l'annualisation du temps de travail. Donc c'est la possibilité de répartir le temps de travail, non pas sur le mois, mais sur l'année. La convention collective a prévu le cadre possible. La seule contrainte, c'est qu'il faut aujourd'hui, pour pouvoir le mettre en place, un accord d'entreprise. Alors peut-être qu'à l'avenir, les partenaires sociaux, dont je vois qu'il y a un représentant dans la salle, monsieur. Il y a deux représentants même de nos organisations syndicales au niveau de la branche qui sont présentes. Donc c'est vrai qu'après nous on travaille au niveau de la branche pour espérer que les structures de moins de 11 salariés qui sont actuellement dans l'impossibilité de négocier un tel accord puissent appliquer cette modulation de plein droit. Donc on travaille avec nos partenaires sociaux pour la signature d'un accord qui sera applicable à ces entreprises de moins de 11 salariés, sachant que pour les entreprises de plus de 11 salariés, elles ont la possibilité à l'heure actuelle de négocier soit avec un délégué syndical ou un délégué du personnel, et en cas de PV de carence de ces derniers, avec un salarié mandaté par une des organisations syndicales. Concernant les contrats, en fait, c'est peut-être voilà, juste pour revenir sur l'annualisation, c'est quand même quelque chose, un point très important pour notre secteur, parce que comme vous le savez, l'activité est liée en fait à l'activité, mais du bénéficiaire. Donc ça peut entraîner des variations à la fois hebdomadaires, voire mensuelles. Donc c'est important pour nos entreprises de pouvoir s'adapter en fait du jour au lendemain compte tenu des choix des bénéficiaires. Bien entendu, tout en garantissant certaines garanties pour les salariés, comme la remise d'un planning prévisionnel ou autre. Donc ça, en fait, je pense que pour ceux d'entre vous qui ont mis en place l'annualisation, c'est vraiment un gros chantier, puisqu'il y a d'une part la négociation de l'accord avec les partenaires sociaux, et en plus, après, la mise en place concrète, donc juridique, mais également administrative, avec des logiciels pour le suivi des heures, et ça nécessite vraiment un suivi important pour pas qu'en fin de période, on se retrouve un trop grand décalage avec la durée annuelle contractuelle et la durée réelle. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont mis en place en cours d'année ou cette année, quoi. Et ça a vraiment été un gros chantier pour toutes les entreprises dans ce cadre-là, dont la nôtre. Après, voilà aussi à souligner que, comme on le disait, donc, ça vient structurer à la fois le secteur d'un point de vue employeur, mais cette convention collective apporte aussi énormément de garanties pour les salariés. À savoir que dans les contrats de travail figurent désormais des périodes d'indisponibilité que le salarié peut remplir et donc qui lui garantissent de ne pas travailler sur certaines périodes sur lesquelles l'employeur ne pourra le solliciter. On a également aussi des majorations afférentes à du travail du dimanche, par exemple, à du travail nocturne, à du travail certains jours fériés. On a également l'instauration d'un nouveau jour férié chômé, à savoir le 25 décembre, alors qu'au niveau du droit commun, on n'était que sur le 1er mai. Donc, on a quand même de nombreuses garanties pour les salariés. On a également des garanties en termes de temps de déplacement. On a, dans certains cas, un financement du temps d'attente, quand le salarié attend devant chez le bénéficiaire. On a également une prise en charge des frais kilométriques. Donc, on a quand même tout un certain nombre de garanties. Après, on a aussi également une instauration d'une classification, donc avec des emplois repères, un certain niveau aussi compte tenu des activités exercées par le salarié. On a l'instauration d'une prime d'ancienneté, donc une majoration du salaire lorsque le salarié aura une ancienneté de 2 ans et une nouvelle majoration lorsqu'il aura atteint une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise. Donc, on a quand même tout un cadre assez bien ficelé. Bien sûr, après, comme on le soulignait, cette convention a été étendue le 1er novembre pardon, et est applicable depuis le 1er novembre 2014, donc est une convention assez jeune. Donc bien sûr, elle tend à se développer.
Et c'est ce dont on travaille avec nos organisations syndicales en commission paritaire. Et justement, en fait, c'est un texte qui a été signé en 2012. Depuis, il n'y a pas eu d'accord nouveau, si ce n'est sur la formation, mais Guy en parlera un peu plus tard. Mais c'est un texte qui a vocation à évoluer, notamment sur des points comme la grille de rémunération. Vous savez qu'il y a une grille de rémunération dans le texte de la Convention. Aujourd'hui, tous les minima conventionnels sont, sauf un niveau, sont inférieurs au SMIC. Donc ça a vocation en fait, à être négocié avec les partenaires sociaux. L'autre point de négociation, c'est sur la possibilité d'annualiser le temps de travail sans accord d'entreprise, notamment pour les entreprises qui se créent, un franchisé ou autre. Il n'a pas la possibilité de conclure un accord d'entreprise. Donc c'est permettre à ces entreprises de la mise en place dès le début d'activité de l'annualisation. Ça, c'est également en cours de négociation. Après, d'autres points, on a la prévoyance aussi. On a commencé à ouvrir des négociations sur la prévoyance santé. Éventuellement, une des négociations qui pourrait s'ouvrir sur la complémentaire santé. D'autres points, on sait que là aussi, c'est un sujet d'actualité qu'on pourra développer après si vous le souhaitez. Mais sur la création du compte personnel de prévention de la pénibilité. Donc, on va travailler sûrement au niveau de la branche pour avoir un seuil qui corresponde en fait à notre activité. Et après aussi également, on parlait de la classification, faire quelque chose pour avoir aussi une classification au niveau des personnels encadrants. Parce que c'est vrai que là, on a une certaine classification sur les personnels intervenants, donc salariés, mais pour les encadrants, on n'a toujours pas de fiche d'emploi. Donc, on va travailler à ce niveau-là. Et comme je vous le disais, c'est un secteur qui est assez jeune, donc on tend vraiment à retravailler dessus. Après, on parlait de l'accord formation. Peut-être que Guy, tu peux nous faire un... Alors, ce que je vais plutôt proposer, avant de parler de l'accord formation, parce que j'ai déjà beaucoup parlé de formation depuis le début d'après-midi, c'est déjà, y a-t-il sur la CCN pour vous des questions spécifiques par rapport à vos activités? Et après, je vous donnerai quelques mots sur l'accord et sur l'évolution de la formation au niveau de la branche des entreprises de services à la personne. Y a-t-il des questions d'abord sur les contrats de travail, l'accord, vos accords dans vos entreprises? On va commencer par ça. Oui, mesdames, je vous en prie. Je vais passer le micro. J'arrive. Mais juste pour patienter, je vous invite, pour être au courant de l'actualité de la branche et de toute l'actualité juridique des SAP, de participer, pour ceux qui sont adhérents à la fédération, de participer à la commission droit social, que je préside avec Mehdi, et vous serez informés en fait en temps réel de l'actualité en fait de la branche, de ce qui se négocie, donc, et avant qu'il y ait un accord. Donc ça permet également de vous préparer pour ce qui va être conclu. Également aussi, n'hésitez pas à venir récupérer sur notre stand ce guide social qu'on vous distribue, qui est en fait un guide explicatif des dispositions de la convention collective. Donc il y a un guide en fait qui vient expliquer les dispositions et leur application au sein de votre entreprise, pour ceux qui en ont une ou... Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, pouvez-vous revenir sur les différents contrats de travail? Oui. On a dit que le CDI temps partiel permet à certaines entreprises la rotation de certaines activités. Mais pour le CDD, je n'ai pas trop bien compris. Non, alors en fait, le CDD, c'est un CDD de mission ponctuelle. Si vous voulez, en fait, on est sur 4 types de contrats. On a le CDI de droit commun, donc qui lui peut être à temps partiel ou à temps plein. On a le CDD, donc inversement, que ce soit un CDD de remplacement pour accroissement temporaire d'activité ou autre, qui lui aussi peut être à temps partiel ou à temps plein. Mais les deux nouveaux contrats, ceux dont on évoquait, on a le CDI intermittent, qui lui permet de fixer dans le contrat des périodes qui seront préalables travaillées et non travaillées. Et on a le CDD de mission ponctuelle. Donc le CDD de mission ponctuelle, comme on l'indiquait, il est réservé à 2 types d'activités. Donc les activités de garde d'enfants et de tout ce qui concerne l'accompagnement auprès de personnes publiques fragiles dépendantes. Donc en quoi il consiste ce CDD? Si vous voulez, il va consister à recruter un salarié qui travaillera exclusivement pour un bénéficiaire sur une période qui n'est pas définie dans le temps. On parlait du cas de la fin de vie, par exemple. Malheureusement, un bénéficiaire qui serait en sortie d'hospitalisation en fin de vie, malheureusement, on ne connaît pas l'échéance de cette fin de vie.
Donc vous allez recruter quelqu'un pour le mettre pour qu'il travaille pour le compte de cette personne. Et lorsque l'événement, donc qui est la fin de vie, surviendra, malheureusement, ça mettra fin au terme du contrat. Vous voyez, en fait, on est sur des termes imprécis. Et en plus, c'est un contrat qui est très avantageux parce que souvent, les volumes horaires du salarié pour l'accompagnement de fin de vie sont très importants. Et s'il n'y avait pas ce type de contrat, l'entreprise se retrouverait avec un salarié avec un très fort volume horaire sans deux clients en face à face. Et là, l'avantage, c'est que le contrat se termine de lui-même lors de la fin de la réalisation de la mission. Exactement, et permet aussi également aux entreprises dont aucun personnel n'est disponible de pouvoir recruter un personnel que pour cette mission. Après, bien entendu, il faut que le terme soit que l'échéance soit liée à une causalité dont le terme n'est pas défini. C'est un peu des mots techniques que j'ai employés, mais pour vous dire qu'en fait, on ne doit pas connaître au préalable, ça ne doit pas relever de l'activité courante. Deux petites questions sur ce type de contrat-là. Est-ce qu'il est reconductible combien de fois pour le même salarié? Dès qu'il a fini une mission, on peut lui en redonner une autre si le cas arrive à se produire. Est-ce que c'est limité? Alors, on est limité à 3 CDD par an. Sur la même personne ou sur la structure? Mais alors pas pour le même salarié en fait. Pour le même salarié, salarié, d'accord. ouais. Donc on peut renouveler. Et ensuite, le deuxième point que j'avais, c'était ce nombre limité. La modulation et l'annualisation. Avec le dialogue et les IRP, est-ce qu'il y a un mode d'emploi qui est un peu favorisé ou préconçu par la fédération? Alors, Et est-ce qu'il y a une durée spécifique qui doit être discutée pour chaque salarié? Et qu'en est-il à aujourd'hui du compteur d'heures? alors, Merci. bon, Alors, je sais pas si tu veux répondre, vas-y. au sein de la fédération, vous pouvez avoir un accompagnement par Mehdi, qui est le directeur juridique, sur comment organiser en fait les élections, parce qu'il faut en fait, alors soit en fait, vous avez un délégué syndical, soit vous organisez des élections et là vous négociez soit avec le délégué du personnel, soit en cas de PV de carence avec un salarié Mandaté. par un syndicat. Et après, nous, au sein de la fédération, donc on vous accompagne déjà pour savoir vers quelle instance vous dirigez, mais également on vous fournit des trames de modèles d'accord d'entreprise. Donc après, bien sûr, vous aurez adapté compte tenu de ce que vous souhaitez mettre en place au sein de votre entreprise. Donc par exemple, savoir si vous voulez qu'une seule des catégories de vos salariés soit concernée par cette annualisation, quelle période vous voulez fixer, est-ce qu'on va être sur du salaire lissé ou du salaire au réel, vous voyez, enfin après tous ces tas de choses que vous aurez à définir. Donc oui, il y a un accompagnement à ce niveau-là, au niveau de la fédération. D'autres questions? Après, on pourra éventuellement parler du sujet de la généralisation de la complémentaire santé, juste pour faire un peu large, comme ça après, on reviendra sur les questions CCN, hein, mais juste pour faire un point, du coup, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Donc, sur la prévoyance au sens large, donc, comme vous le savez, de par la loi de sécurisation de l'emploi, au 1er janvier 2016, toute entreprise aura l'obligation de couvrir l'ensemble de ses salariés. Donc ça, c'était pour revenir sur cette obligation. Je ne sais pas si, du coup, vous aurez éventuellement des questions à apporter, mais en matière, par contre, de prévoyance, là, à l'heure actuelle, la prévoyance n'est pas obligatoire dans vos entreprises, étant donné que la partie relative à la prévoyance au sein de la convention collective n'a pas été étendue car elle contenait des clauses de désignation, donc est considérée comme nulle et non avenue. Donc voilà, c'était juste pour faire ce petit rappel au cas où si vous aviez d'autres questions sur la partie complémentaire santé. Oui. Donc ma question était sur le CDD d'usage qui existait jusqu'à présent. J'ai bien vu qu'il y avait le CDD de mission, mais donc j'ai questionné très récemment mon inspection du travail locale, donc sur la Haute-Savoie, qui me dit qu'on peut utiliser le CDD d'usage dans le cas de la garde d'enfants ou de la dépendance. Alors qu'en est-il? Est-ce que ça existe toujours ou pas? Est-ce qu'il est remplacé par le CDD de mission? Et si oui, j'aimerais avoir bien confirmation que du point de vue de la majoration chômage, c'est majoré comme le CDD d'usage, à savoir 0,5%, et pas comme un CDD accroissement temporaire d'activité qui est taxé à 3% de plus. Je suis d'accord avec vous. Alors, comme c'est vrai que bon, on avait certaines pratiques, on a pu constater en fait sur les années précédentes que certaines entreprises avaient recours à des CDD d'usage. Donc ça, c'est vrai qu'en termes de légalité, le CDD d'usage n'était pas autorisé pour nos activités de SAP. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on appelle CDD d'usage va être ce CDD de mission ponctuelle. Celui-ci rentrera dans la catégorie d'essai d'usage, sauf à quelque chose près qui prévoit une prime de précarité.
Voilà, mais en fait, c'est un CDD d'usage, mais très strictement encadré par le texte conventionnel. Mais le CDD d'usage dont vous faites référence, lui, n'est pas autorisé n'est pas autorisé au quotidien, en fait. Ouais, bien sûr. Oui, mais en fait, le CDD d'usage, hors le cas de CDD de mission ponctuelle, n'est pas possible dans le secteur des SAP en mode prestataire, quoi. Et le CDD de mission ponctuelle, qui peut se rapprocher un peu dans l'esprit du CDD d'usage, est strictement encadré et ce CDD prévoit une indemnité de précarité de 10%, quoi. Donc il faut respecter en fait le texte conventionnel qui constitue vraiment la loi du secteur, quoi. Sur la taxation. Quand on a recours à un CDD qui est de moins de 3 mois, on a une majoration Taxation. de la prime chômage. Tout à fait. Quand il s'agit d'un accroissement temporaire d'activité, c'est taxé à 3%. Oui. Le CDD d'usage l'était à 0,5%. Donc la question, c'est aussi, est-ce que le CDD de mission est taxé à 0,5, à 3 ou entre les deux? Il y a toujours des questions très techniques pour les juristes, c'est assez sympa pour eux d'ailleurs, j'adore. Non, ça moi. dépend, mais après, du coup, parce que. Après, en pratique, toi. Alors messieurs, après Non, une après, ça, longue c'est un point à vérifier, réflexion, mais c'est vrai que ce point n'a pas été défini, quoi. Mais. Enfin, après, ça à vérifier dans la pratique sur. C'est vrai que je préfère pas vous dire de réponse fausse, donc ça, c'est un Non. point. Mais Non, je suis d'accord avec vous, hein, je comprends bien que. Mais il faut savoir quand même que dans le secteur des SAP, le CDD quand même est vraiment utilisé à la marge. Donc là, c'est vraiment un cas, mais qui est utilisé dans très peu de cas. Dans 95% des cas, ce sont des CDI intermittents ou des CDI classiques temps partiel, quoi. Il y a très peu de CDD, quoi. c'est vraiment le CDD de mission ponctuelle qui est utilisé en fait. Donc on va creuser votre question, monsieur. Une petite question par là. Bonjour, c'est une question concernant également le contrat de mission ponctuelle. Oui. Donc concrètement sur le terrain, des fois on est amené à mettre en place un contrat de mission ponctuelle pour effectivement pour une personne dont on n'a pas la date de fin de mission. Donc ça peut être effectivement dans le cadre d'une fin de vie, mais ça peut être également dans le cadre de missions assurantielles. Ouais, Voilà. Et on se retrouve donc on prend une personne sur cette mission et on a potentiellement une deuxième mission qui se présente dans le même cadre, contrat de mission avec le nombre d'heures non défini, mais qui est compatible avec la première mission. Est-ce que la personne dont on a mis en place le contrat de mission ponctuelle peut avoir un deuxième contrat de mission ponctuelle? Ou est-ce que sur le contrat de mission ponctuelle, on peut indiquer deux personnes, deux bénéficiaires? Est-ce que c'est possible et légal. légal? Un avenant sur le contrat. Hein. Le Mais mieux, en à- fait, c'est à de ce point- prévoir un. Alors, c'est pas prévu dans le texte conventionnel, quoi. Mais la meilleure solution, c'est de prévoir un avenant au terme duquel la durée, en fait, du salarié va augmenter du fait de l'accompagnement d'une deuxième personne qui sera mentionnée dans l'avenant, quoi. D'accord, donc on peut mettre soit deux, enfin, s'il y a déjà un contrat qui est mis en place, on fait un avenant, ou si on le sait dès le début où on a deux missions qui tombent et qui sont compatibles, on peut indiquer les deux bénéficiaires dans le contrat? Exactement. En fait, j'ai le texte conventionnel sous les yeux, quoi. Je vous le lis là. Le passage qui vous concerne directement, c'est le contrat doit mentionner la personne ou les personnes auprès de laquelle ou lesquelles intervient le salarié. Donc il est bien prévu que lors du recrutement, on peut mettre deux personnes, et donc forcément, a posteriori, on pourra, par un avenant, indiquer une deuxième personne. Exactement. Donc on peut bien se retrouver par exemple avec un bénéficiaire dont la mission va durer par exemple 3 mois et l'autre 6 mois par exemple. Oui. Oui, parce que les durées ne sont pas liées. Voilà, tout donc à on fait. est au niveau légal, on est bon D'où au niveau du l'importance contrat. de bien différencier aussi à chaque fois les activités en fonction des bénéficiaires. Alors, il y a beaucoup de questions sur le CDD de mission ponctuelle, alors que c'est vraiment très cadré, et je pense qu'il y a, je ne sais pas si le recours est aussi fréquent que ça dans le secteur, quoi. En tout cas, nous, on ne le pratique pas. Alors, je pense que les entreprises purement de maintien à domicile doivent l'utiliser, mais pas pour tous les cas, et c'est vraiment que des cas très, très, très particuliers. C'est vrai que bon, on a là les sujets un peu du moment, c'est vraiment la modulation du temps de travail. On a le CDI intermittent aussi qui est vraiment très utilisé en matière de garde d'enfants et de travaux de petit jardinage. Mais c'est vrai que le CDD de mission ponctuelle, nous on constate, bon après, au moins ce qui est bien, c'est que là on constate que du coup il
il est quand même utilisé et qu'il vous correspond. Mais c'est vrai qu'en moyenne, ce n'est pas le contrat qui revient le plus. Après, oui. Oui. Moi, j'ai deux questions. La première, ça concerne le personnel administratif. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu, à quelle échéance? Et par rapport aux fiches de poste, qu'est-ce qui est prévu aussi par rapport aux tailles de nos structures et à la configuration de nos entreprises de ce secteur? La deuxième question concerne les temps intermission. J'avoue que la convention collective, on entend plusieurs sons de cloche et j'aimerais bien savoir si on pourrait avoir plus de précision. Moi, je ne sais pas par quel sujet vous voulez que je commence, hein, le plus Ah, fâcheux si. ou le... le Moi, plus simple, ça va être Moi, sur je le... vous propose d'organiser une autre formation Bien sûr, par la non, fédération, ça nous arrangerait bien. Non, bien sûr, non, mais Merci. ça, c'est après, bon, ça, c'est... Ce sera un autre point qu'on pourra développer. Mais bon, commençons par votre première question. Donc, sur le personnel encadrant, ce qui est prévu au niveau de la fédération et au niveau de la branche, c'est de négocier des fiches de poste pour ces personnels. Malheureusement, après, sur les échéances, ça, je ne peux pas vous les communiquer. Si Gérard, toi, tu as une, tu as une échéance secrète à nous... Non, mais après, je veux dire, voilà, au niveau de la branche, on est en instance paritaire, donc on a 5 organisations syndicales, 2 patronales. Donc les négociations peuvent être amenées de temps en temps à être un peu longues. Donc là, malheureusement, on ne pourra pas vous communiquer d'échéance. Après, c'est un point qui a été mis à l'ordre du jour, qui sera traité pour essayer de définir le plus rapidement possible ces fameuses grilles de poste pour le personnel encadrant, avec la rémunération afférente. Non, pas qu'encadrant, déjà de distinguer des fiches de poste pour l'ensemble des intervenants des 21 activités, parce que là, on est sur 5 activités à l'heure actuelle. Et après, quand je disais encadrant, c'est pour tous les postes type responsable de secteur, etc. Donc, responsable d'agence, directeur de distribution, etc. Et là, sur la deuxième question un peu plus fâcheuse, qui concerne les temps intermission, donc c'est vrai qu'on a eu un peu une divergence entre la jurisprudence actuelle et les dispositions contenues dans la convention collective. Donc, parce que la convention collective dispose qu'en fait, l'employeur est tenu de rémunérer le temps de déplacement lorsque le temps d'attente est inférieur à 15 minutes. Donc on différencie 2 temps, le temps de déplacement qui est le temps pour se rendre de la prestation A à la prestation B, et le temps d'attente qui est le temps à partir duquel le salarié est arrivé au lieu B, mais le temps qu'il va mettre entre le fait d'être arrivé chez l'employeur B et le début de la prestation. Donc on différencie 2 temps. Et ce qu'on nous dit, c'est que lorsque ce temps d'attente est inférieur à 15 minutes, on paye et le temps de déplacement et le temps d'attente. Et que lorsqu'il est supérieur à 15 minutes, on ne paye rien. Or, on a eu une jurisprudence en septembre 2014, d'une entreprise de service à la personne d'ailleurs, où les juges du fond, donc les juges de la Cour de cassation, nous ont énoncé que peu importe le temps de pause, l'employeur est toujours tenu de rémunérer le temps de déplacement. Donc c'est vrai qu'on a cette jurisprudence qui vient, si vous voulez, altérer complètement les dispositions de notre convention collective. Après, je sais que vous allez me dire, mais dans la pratique, on ne pourra pas forcément tout gérer ça. Après, bon, ça demande de l'organisation, de la gestion des plannings, etc. Mais la position actuelle à retenir est que lorsque le temps d'attente est inférieur à 15 minutes, on rémunère le temps d'attente. Lorsqu'il est supérieur, on ne rémunère pas le temps d'attente, mais que dans tous les cas de figure, vous êtes tenu de rémunérer le temps de déplacement. Après, oui, si... Ouais, je vais apporter juste une précision sur les temps intermission. Et la jurisprudence en fait, de 2014 condamnait une société non pas sur le fondement de la convention collective, mais sur le fondement du droit commun. Et la disposition en fait, conventionnelle n'est pas venue changer le droit commun, elle est juste venue préciser le droit commun. Et alors ça pose, chaque fois qu'on pose une règle, ça pose des questions d'interprétation et de compréhension, mais elle n'a pas modifié le droit commun, elle est juste venue préciser. Donc c'est un but de précision, de clarté. Alors après, ça peut poser des questions, mais déjà, auparavant, on était vraiment dans le doute. Et là, on a une règle qui est écrite, qui est fixe, avec laquelle on peut composer et s'organiser. Donc c'est déjà quand même un gros avantage. Et d'ailleurs, on fait le bilan 1 an après. Dans le texte conventionnel, il n'a pas révolutionné en fait, ce qu'on faisait jusqu'à présent dans nos entreprises. Mais il a apporté une sécurisation, parce que beaucoup de choses qu'on faisait jusqu'à présent se retrouvent en fait, dans ce texte conventionnel, notamment les zones géographiques d'intervention.
Alors, ce n'était pas forcément prévu dans le contrat, mais quand on travaillait avec des salariés, on essayait toujours de prévoir une zone dans laquelle le salarié doit intervenir et le plus proche possible de son domicile. Pareil pour les plages d'indisponibilité. C'est nouveau dans la convention collective, mais on le faisait tous plus ou moins. C'est-à-dire qu'on savait très bien on connaît nos salariés, on savait très bien que tel salarié ne pouvait pas intervenir tel jour, soit pour des obligations familiales, soit parce qu'il avait un autre employeur. Et on en prenait compte lorsqu'on fixait les plannings. Donc ça a apporté des précisions et une formalisation et une sécurité de ce qui se faisait déjà plus ou moins jusqu'à présent. Pareil pour le travail de nuit, le travail le dimanche qui se faisait. Et ça a apporté vraiment une sécurisation à notre cadre de travail qui se faisait dans un cadre qui était jusqu'à présent non adapté, qui était le code du travail. Donc nous, le gros enseignement qu'on en tire, c'est quand même une sécurisation, même s'il y a un côté, il faut prendre en compte un nouveau texte, c'est l'appréhender, modifier nos contrats de travail, mais au final, quand même, c'est plutôt positif. Et vis-à-vis des salariés, comme vis-à-vis de nos interlocuteurs. D'ailleurs, encadrant, même, enfin, pour revenir sur le travail du dimanche et sur les jours fériés dits chômés, donc à savoir le 1er mai et le 25 décembre, encadrant étant donné que là, seuls les salariés effectuant des activités de maintien à domicile ou de garde d'enfants sont susceptibles de travailler les jours fériés ou le dimanche. Alors qu'auparavant, on était sur du droit commun, donc il y avait une possibilité de demander certaines dérogations ou autres, ou de faire un peu... on avait aussi connaissance de certaines pratiques qui ne rentraient pas forcément dans la légalité. Alors que là, au moins, on a vraiment une réelle base avec des activités bien définies et certaines possibilités ou non, à la fois pour les employeurs, mais également pour les salariés. Bonjour. J'ai noté les différentes remarques des fédérations sur le temps de trajet, avec cette règle plutôt stricte dorénavant, qui est de payer systématiquement le temps de trajet. Ma question plus particulière sur les temps de trajet, c'est... Temps de déplacement intermission. Hein. Voilà, les temps de déplacement. Le temps de trajet, c'est un autre... Oui, oui, tout à fait. C'est... quid de la pause déjeuner, par exemple? Est-ce que lorsque je dois me rendre d'une mission à une autre et que j'ai un temps suffisamment long qui peut coïncider avec une pause déjeuner, par exemple, est-ce que je suis tenue de rémunérer ce temps de déplacement à mon salarié? Sur en fait, le temps de restauration, en fait, il y a une réponse dans le texte conventionnel, quoi. Si pendant le temps de restauration, il y a un devoir de garde, de surveillance, c'est... C'est encore plus simple. Donc, le cas où il y a une mission de 10h à midi et une autre de 14h à 16h, oui. Donc il y a 2 heures de pause à midi, et là c'est comme un salarié de droit commun. Et donc dans ce cas-là, ce n'est pas du temps de travail, c'est non rémunéré. Si vous permettez, j'ai une toute petite variante sur cette question, c'est que nous, on a compris du texte de la convention collective que le trajet pour se rendre chez le client le matin, pour en revenir à midi, pour repartir après le déjeuner et pour en revenir en fin d'après-midi n'était pas payé, sauf si c'est particulièrement loin et qu'on s'intéresse particulièrement au temps intermission dans la demi-journée. Exactement. Mon problème, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai une intervenante qui ne respecte pas l'horaire? C'est-à-dire que j'ai une intervenante, par exemple, le vendredi matin, elle a 4 heures d'intervention, l'après-midi, elle en a 2 heures, et donc il n'est pas prévu de lui payer ni le temps de déplacement, ni éventuellement les kilomètres pour l'après-midi. Mais il se trouve que pour partir plutôt en week-end, elle va coller sa truc. Est-ce qu'il faut lui payer ou pas? Ça, d'un côté. Après, j'ai envie de dire, vous êtes l'employeur, à vous votre pouvoir de direction, vous fixez un planning. La salariée est censée le faire. Après, vous allez me dire, oui, mais les salariés, dès qu'elles arrivent sur le lieu, elles débutent pour finir plus tôt. Après, si c'est quelque chose de systématique, vous lui mettez un avertissement. Après, vous pouvez la sanctionner pour non-respect du planning. Bon, après, à vous de... Parce que théoriquement, quand vous fixez un planning, c'est pour que la salariée le tienne. Après, je sais que dans la pratique, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais dans ce cas de figure, après à vous de... Non, il est vrai que les petits arrangements en famille, dans ce cadre-là, sont parfois complexes à gérer. Parce qu'une salariée qui refait son planning à l'envers du chef d'entreprise,
il y a aussi la responsabilité liée à l'accident de travail, etc., qui vous engage, vous, formellement. Donc moi, je vous invite par rapport à ça, à un moment donné, à ce que les plannings, bien indiquer aux salariés que les plannings doivent être tenus, parce qu'une salariée qui sur planning démarre à 14 ou à 15 heures, qui en fait démarre à 14 heures, s'il y a un accident de trajet sur le 13-30, 14 heures, vous imaginez bien que ça va être compliqué à gérer, alors que le planning est censé démarrer à 15 heures. Donc il est vrai que là, il faut refaire une note de service par rapport à ça, et une note de service, enfin je m'exprime dans le sens où il faut réindiquer à vos salariés qu'il est important de tenir les plannings sous le fait de la responsabilité qui vous engage en tant qu'employeur s'il y a un accident de parcours. Exactement, et c'est vrai qu'à ce point-là aussi... Alors, voilà, tout à fait. On connaît bien vos métiers, on voit bien les difficultés et les modifications, mais il y a un moment donné, vous, chef d'entreprise, vous êtes engagé. Et si problème de transport, etc., ou n'importe quel autre problème arrive, c'est vous qui serez en ligne, ça ne sera pas le salarié. Et on a évoqué rapidement la question de la complémentaire santé. On parle souvent d'obligation. Alors l'obligation, c'est de proposer aux salariés. Donc je pense que ceux qui sont les chefs d'entreprise ont déjà dû le proposer aux salariés ou sont en cours de leur proposer, quoi. Donc c'est pas l'obligation de couvrir tous les salariés, c'est l'obligation de leur proposer. Donc il faut bien connaître les cas dérogatoires et ça demande en fait un traitement administratif qui est très lourd mais qui est très important à tenir, quoi. Notamment avec la signature de la décision de mise en place de la complémentaire santé et pour les salariés qui ont refusé la complémentaire santé, de bien avoir la dispense et l'éventuelle justification de la dispense. C'est obligatoire de l'avoir dans le dossier. Et pour les salariés qui demandent la dispense au titre d'une couverture par ailleurs, il faut demander le renouvellement chaque année. En fait, vraiment, le travail administratif est très important parce que le risque, il est énorme, puisque ça peut être un risque en fait, pour l'ensemble en fait, de la société de redressement, d'exonération. Vous savez que la part de financement patronal il est exonérée de cotisations sociales et à condition de bien tenir justement ce traitement administratif sur les cas de dispense. Et en cas de contrôle URSSAF, vous pouvez être sûr qu'on vous demandera, peut-être que vous le savez déjà, hein, mais un rappel, il vaut mieux que le contrôleur URSSAF vous demandera les dispenses de chaque salarié, quoi. Donc, c'est important de bien les conserver, de les renouveler en fonction du motif à chaque fois. Après oui, il y a une question dans le fond, on vous ramène le micro parce qu'on risque de pas trop vous entendre sinon. Ouais, mais non. Bonsoir. Pour rebondir sur la complémentaire santé, oui. Est-ce que vous pensez que d'ici au 1er janvier 2016, il y aura un accord de branche qui sera pris ou est-ce que vous préconisez plutôt de faire immédiatement les DUE? Alors, très honnêtement, je pense qu'il ne faut pas, faut pas compter sur l'accord de branche parce que, bon, très objectivement, il ne sera jamais, ne serait-ce que signé, donc encore moins étendu pour le 1er janvier. Malheureusement, non, mais je ne vous mets pas en cause, hein, je n'étais pas en train de vous viser, non, mais il faut dire ce qu'il en est. Enfin, très objectivement, non, il ne faut pas compter sur cet accord de branche. Donc, pareil, pour les entreprises qui avaient des délégués syndicaux, donc eux ont dû négocier ça via le cadre de leur NAO, donc leur négociation annuelle obligatoire. Pour les autres, il y a une obligation de mettre ça en place par décision unilatérale de l'employeur. Donc, sur ce cas de figure, si après vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de fédérations qui vont vous encadrer en fait, dans cette mise en place. Mais après, oui, au niveau de la branche, il n'y aura rien qui sera fait avant le 1er janvier. D'accord. Au niveau des accords d'entreprise qui ont pu être négociés avec des représentants du personnel, ces accords, normalement, ils doivent être soumis à homologation de la commission paritaire. Mais je m'étais renseignée, la commission paritaire, apparemment, les partenaires ne s'étaient pas entendus pour la réunir. Donc, du coup, comment on peut faire pour faire valider nos accords négociés avec les IRP? Alors bon, ça tombe bien parce que c'est un peu un cheval de bataille dans la branche. Pour le moment, on est en pleine négociation d'un accord, un accord de constitution de cette commission. Sachant que là, à l'heure actuelle, quand vous allez négocier avec un délégué du personnel, la procédure va être simple. Hein, avant de négocier, vous allez devoir informer l'ensemble des organisations syndicales de la branche que vous allez entamer des négociations syndicales. Par la suite, vous allez négocier et donc éventuellement signer votre accord.
Par la suite, une fois que votre accord sera signé, vous allez l'envoyer à l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche qui constituent les membres de la commission de validation des accords d'entreprise. Et à l'heure actuelle, l'absence de réponse par l'ensemble de ces membres pendant un délai de 4 mois vaut acceptation. Et par la suite, vous enverrez donc votre accord à la directe pour enregistrement. Mais après, il se peut qu'il y ait un accord qui régisse en fait cette commission et que du coup, qu'il y ait une réponse favorable en moins de 4 mois ou une réponse défavorable. Mais pour le moment, du coup, on est tenu à ce délai de 4 mois. Au niveau de la pratique d'adresser à l'ensemble des organisations syndicales et patronales, ça a été validé par les directs parce que j'ai certaines directs qui m'ont refusé en me disant ce n'est pas... Alors, c'est vrai qu'on a certaines directs qui n'ont pas l'habitude de cette pratique, donc qui reviennent même vers nous pour nous dire oui, mais qu'en est-il? Est-ce que la commission existe bien, etc. Après, en général, dans la pratique, quand on prouve bien que ça a été envoyé aux 7 organisations, du coup, donc les 2 patronales et les 5 organisations syndicales, a priori, il ne devrait pas y avoir de blocage. Ouais, ça fonctionne comme ça. Alors après, peut-être que pour certaines directs, ça demande un travail explicatif, mais sinon, vous pouvez le faire, quoi. Après, voilà, à chaque envoi, à chaque fois, c'est avec le même formalisme, c'est lettre AR, hein, donc pour bien prouver qu'il y a les dates de dépôt, etc., de réception. Et... Monsieur a une question sur la prévoyance. Alors, oui. En effet, c'est prévu que ce soit négocié, la renégociation, en fait, ce qui a été prévu, quoi. Mais ça demande un gros travail. En fonction de ce que souhaitent les partenaires sociaux, s'ils souhaitent une clause de recommandation ou non. Si on va vers une clause de recommandation, il faut toute une procédure obligatoire d'appel d'offres, qui est très longue. Bah, c'est ce sur quoi on partirait, a priori. Donc là, on était au stade en fait, de l'appel d'offres, hein. Donc une fois qu'on aura cet appel d'offres, on aura un certain nombre d'organismes qui pourront être recommandés et donc qui seront potentiellement les organismes qui se chargeront d'assurer la prévoyance au niveau de la branche. Donc c'est pas pour demain l'accord sur ce point. Pardon, est-ce qu'on ne vous a pas très bien entendu? Excusez-moi. J'ai l'impression que l'une des raisons pour lesquelles ça a bloqué la prévoyance, c'est que la Cour de cassation a interdit d'imposer un organisme particulier. Exactement, c'était le Conseil constitutionnel. Simplement, à partir du moment où les taux de cotisation seraient fixés par la convention collective et à partir du moment où on imposerait aux organismes que la garantie soit viagère, donc qu'ils ne puissent pas mettre quelqu'un dehors à partir du moment où il est dedans, ça va tout de suite éliminer beaucoup de candidats. Il ne restera plus que deux ou trois gros qui accepteront de couvrir l'ensemble de la branche. Alors ça c'est l'objet de la négociation avec les partenaires sociaux. Dans tous les cas, la prévoyance sera obligatoire au 1er janvier 2017. Quoi. Autant qu'il y ait une prévoyance adaptée et négociée avec les partenaires sociaux. Après, vous pouvez toujours discuter des choix qui sont faits par les partenaires sociaux, mais le but d'une fédération, alors si vous êtes chef d'entreprise, c'est une fédération patronale, c'est que vous pouvez, en tant qu'adhérent, porter votre message si vous considérez... Donc je vous invite, si vous n'êtes pas déjà, à rejoindre une fédération pour porter votre message. Après, les négociateurs sont des chefs d'entreprise, ils ont un mandat de la part du conseil d'administration et ils ne vont pas prendre la décision en leur nom, quoi. Donc c'est vraiment une décision qui est concertée. Alors après, on peut en effet dire il y a toujours une convention collective, c'est un coût. Après, il y a également des avantages qu'on a vus sur un mode qui est plus adapté à notre activité. Donc on peut toujours dire que ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà pas mal. Et ça sera, j'espère, mieux à l'avenir avec les futurs accords qui vont être conclus pour apporter une sécurisation et un cadre adapté avec l'annualisation, une complémentaire santé adaptée, des choses comme ça. Exactement. Et, après, et aussi travailler sur des métiers et sur l'attractivité en fait, des métiers pour les salariés. Et d'ailleurs, Guy, peut-être sur l'accord formation, je crois qu'il y a un accord formation qui a été conclu il y a peu de temps. C'est le premier accord qui a été conclu depuis la convention collective. Et écoutez, au niveau de la commission paritaire, on a bien travaillé au niveau de la formation, en effet, puisqu'on vient juste de signer un accord fondamental qui va permettre à nos secteurs de pouvoir continuer à avoir une politique formation, parce que c'était bien l'enjeu, et l'accord a été signé
par les 2 organisations patronales et 3 organisations syndicales. Je salue d'ailleurs FO et CFTC qui sont présents dans la salle. Et pour nous, c'est un bel accord. C'est un bel accord pourquoi? Parce qu'on va maintenir une politique formation forte. On a un 0,4 conventionnel en plus qui va s'additionner au 1% légal. Et donc ça nous permet derrière, cette conventionnelle va nous permettre de lever des fonds par rapport à la CNSA, par rapport au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Et ça, pour nos entreprises, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il a fallu batailler pour évidemment obtenir cet accord. Mais la raison l'a emporté. Et c'est une excellente chose et nous saluons véritablement cette signature au sein de notre fédération. Par ailleurs, par rapport à toutes les questions qui sont posées, moi je vous préconise une lecture très très saine, ce qu'on appelle le petit livre bleu chez nous, qui est à disposition sur le stand de la fédération en F17, donc vous pouvez venir le chercher. Et il répond à beaucoup de vos questions. Sur l'accord formation, vous trouverez un certain nombre de choses, mais pas le dernier accord signé, bien évidemment, parce que c'était seulement il y a quelques jours, enfin il y a un mois maintenant. Mais ceci dit, sur toutes les questions CCN, etc., de la politique formation en règle générale, vous y trouverez tous les éléments. Et c'est un document très riche qui a été édité par la fédération et quelques bons écrivains de notre fédé qui savent mettre en musique les bonnes paroles. Donc venez le chercher parce que c'est vraiment le guide indispensable pour bien dormir le soir. Et donc je vous invite à le récupérer. C'est surtout le premier, vraiment le guide que la fédération a publié pour vraiment décrypter cette convention collective. Parce que bon, c'est vrai qu'une convention collective, des fois on ne sait pas exactement comment l'appliquer dans la pratique. Et compte tenu des autres dispositions applicables au sein de l'entreprise. Donc là, normalement, quand vous avez lu ce livre, vous êtes incollable sur la convention collective. Voilà. Et par ailleurs, s'il reste des questions, voilà. La fédération est là pour... Juste un mot pour vous dire aussi que vous avez évidemment côté patronal les fédérations qui sont présentes sur ce salon et du côté salarial, vous avez aussi les organisations qui sont présentes. Pour toute question, n'hésitez pas à nous consulter tous ensemble parce qu'on essaiera de vous apporter évidemment les réponses qui correspondent. Jean-Noël, tu avais une question? Oui, j'ai entendu dire dans les couloirs de ce salon que les sociétés de services à la personne allaient être amenées à changer de caisse de retraite complémentaire et allaient toutes quitter l'IRSEM suite à une injonction de l'Agirc-Arrco. Qu'en est-il exactement? Êtes-vous au courant de cette situation? Est-ce qu'il y a eu des négociations sur ce sujet? Alors moi, je ne suis pas au courant de cette rumeur, donc je ne ferai aucun commentaire, mais peut-être... On aime beaucoup les questions Jean-Noël en fait, on n'a pas forcément de réponse dans l'état actuel des choses. En effet, il se dit un certain nombre de choses sur le sujet. Pour l'instant, on n'a pas de réponse ferme sur cet élément-là. Cette information m'est venue de la part de la direction générale de l'IRSEM, puisque je suis un ancien directeur général de l'IRSEM. J'ai des contacts avec mon actuel équivalent. Et il paraît que toutes les entreprises ont reçu ou vont recevoir prochainement de l'Agirc-Arrco une information sur ce sujet. Je suis personnellement étonné que la branche n'ait même pas été consultée sur ce point, ni les partenaires sociaux, surtout. Nous le sommes également. Parce que, pour une raison très simple, la plupart des salariés du secteur sont en même temps salariés d'associations et des salariés de particuliers, donc qui cotisent aussi à cette autre caisse. On pourrait faire mieux en matière de simplification administrative pour faciliter la vie de nos salariés. Je suis un peu choqué sur ce plan. Merci de ton intervention, Joël. Mais les sujets de simplification dans le secteur sont nombreux et au sein de la fédération, on essaie justement de travailler vers des mesures de simplification. Alors, il y a la question peut-être des retraites, mais il y a la question des complémentaires santé, il y a la question de... Il y avait la question surtout même des 24 heures qui avait été un peu un sujet assez important. Donc après, la fédération avait vraiment œuvré cette fois-ci avec le MEDEF, mais également directement le ministère du Travail pour que l'ordonnance du 29 janvier 2015 soit publiée, qui vienne quand même, entre guillemets, un peu sécuriser le cas du stock de salariés qui avaient été recrutés avant le 1er juillet 2014. Mais après, il y a énormément de sujets sur lesquels on travaille au quotidien, sur la possible création ou non d'un passeport médical pour faciliter les visites médicales à l'embauche, sur un certain nombre d'autres sujets. Enfin, on est vraiment très actif sur assez de nombreux domaines qui restent encore à simplifier. Parce que c'est vrai qu'on
un secteur où la réglementation fiscale et législative est amenée à varier énormément. Donc notre objectif est vraiment de pallier à toutes ces difficultés qui seront profitables à la fois pour les employeurs, mais également pour les salariés. Qui permettront de recruter de plus en plus de salariés, de mieux se structurer, etc. Bonjour. J'ai été à une réunion organisée par les URSSAF de la Drôme relative à la mise en place de la DSN. Et certains se sont choqués que la mise en place de la DSN soit simultanée donc au 1er janvier avec l'obligation de complémentaire santé. Et il s'est dit que peut-être que cette obligation au 1er janvier de mise en place de la DSN pourrait être repoussée de quelques mois. Qu'en est-il, s'il vous plaît? Concernant la mise en place obligatoire au 1er janvier de la DSN, la déclaration sociale nominative, ça a été annoncé, un report a été annoncé. Alors on ne connaît pas exactement le calendrier parce que ça va être voté en fait dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc très certainement, on ne sait pas si ce sera au 1er juillet 2016 ou en 2017 et savoir s'il y aura des distinctions en fonction de la taille de l'entreprise. Mais ça ne sera pas applicable au 1er janvier 2016. C'est ça. Après ça, c'est des points qui ont été poussés également par la fédération. On a eu de nombreux rendez-vous, que ce soit via le MEDEF ou directement dans les ministères concernés, à la DSS, auprès de la COS, etc. Pour qu'eux-mêmes aient conscience qu'ils n'étaient pas prêts, en fait. Qu'il y avait un certain nombre de cas qui n'allaient pas pouvoir être traités de par les organismes de paye ou autres. Mais également, du coup, vu que c'est une décision qui a été prise via le PLFSS, et que celui-ci n'ayant pas été encore adopté, ce report est susceptible de varier. Mais a priori, il devrait y avoir un report et donc ce serait non applicable au 1er janvier 2016 et ce serait reporté. Merci. Est-ce que vous avez une date à peu près de la connaissance de ce report? Parce que la mise en place est prévue quand même au 1er janvier, même si c'est pour les bulletins de salaire de janvier, donc ça veut dire 1er février. Ah, bien sûr. Voilà. Mais après, à l'heure actuelle, le problème, c'est comme on vous dit, a priori, ça devrait être reporté au 1er janvier 2017. Mais ça n'est qu'encore à l'heure actuelle un état de projet. Donc on ne peut pas vous dire quelle serait la date de report. Après, il y a d'autres sujets, comme sur la complémentaire santé, il y a l'instauration d'un chèque santé qui serait applicable, mais on est encore à l'état de projet. Donc on ne peut pas s'avancer sur le sujet. Après, nous, on travaille sur l'ensemble des dispositions qui touchent à notre secteur. Après, malheureusement, on ne peut pas vous en dire plus sur le report, étant donné qu'en seconde lecture, ce report est amené à évoluer. Merci. Mais a priori, ça serait pour le 1er janvier 2017. Ok, merci. Y a-t-il encore des questions dans la salle avant que nous terminions cette session tout à fait riche en événements et en questions? On mesure bien toute la problématique des entreprises, toute la problématique et l'existence même de votre fonctionnement au quotidien. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Pas réponse à tout, c'est évident. Parfois, ça nous demande de creuser, de renégocier d'ailleurs avec nos organisations. Donc l'objectif, c'est quand même de vous accompagner au mieux dans un quotidien évolutif. Donc nous ne manquerons pas en tout cas de continuer à publier pour vous tenir informés et aussi de passer dans les régions, vous rencontrer, vous, chefs d'entreprise. Alors la fédération organise généralement un passage dans chaque région. Ça va être un peu plus facile en 2016 parce qu'on aura un peu moins de régions. Donc on fera sans doute un passage dans les 13 régions pour vous tenir informés des points d'actualité, de l'évolution aussi de l'actualité et puis aussi de la CCN et de son évolution. Donc ne manquez pas, généralement les invitations passent par notre OPCA GFOS PME et puis par la fédération. Donc ne manquez pas de venir à ces réunions d'information qui vous permettent d'être bien informés en temps réel. Et juste pour terminer, dernier mot, au-delà de l'information, en fait, c'est qu'on se rend compte que le droit commun n'est pas du tout adapté au service à la personne. Et chaque fois qu'il y a une disposition comme la complémentaire santé, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout adapté à nos métiers, temps partiel, multi-employeurs. Et d'où l'importance d'un cadre conventionnel qui va évoluer, et d'où l'importance en fait que les chefs d'entreprise ou les salariés soient fédérés au sein de leur fédération respective pour pouvoir adapter les règles à notre secteur et pour pouvoir travailler normalement et simplement. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà,
Voilà, pour conclure. Après, si vous reste un certain nombre de questions, n'hésitez pas à passer sur notre stand pour échanger sur les dispositions, pour récupérer aussi votre guide social qui sera votre Bible désormais au sein de vos entreprises. Et après, n'hésitez pas aussi à échanger avec nous sur ce que la fédération est susceptible d'apporter également aux chefs d'entreprise. Et nous invitons bien entendu à notre cocktail sur notre stand afin d'échanger tout en gaieté. Merci à vous.